Le chapitre 8 traite des transformations nucléaires. Si vous voulez récupérer et compléter la fiche Les Essentiels en même temps que cette vidéo, le QR code est là. Une des questions qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est d'où provient la quantité phénoménale d'énergie libérée par le Soleil, par exemple. On va faire quelques rappels sur les noyaux et d'abord des rappels sur l'élément chimique. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux oxydes de cuivre, le cuivre métallique, le sulfate de cuivre ou l'hydroxyde de cuivre? Eh bien, tous contiennent ce qu'on appelle l'élément cuivre, qui est caractérisé par son numéro atomique Z. Quand on a un numéro atomique Z égale 29, on a donc 29 protons, et forcément, il s'agira de l'élément cuivre. Donc, un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z, qui représente son nombre de protons. Tous ces représentants, atomes ou ions, ont donc des noyaux contenant le même nombre de protons, et donc le même symbole chimique. Tous ces éléments seront placés dans la même case de la classification périodique. Par exemple, pour Z égale 26, il s'agit de l'élément fer qui peut, donc on a les atomes de fer qui appartiennent à l'élément fer, les ions Fe2+, qui appartiennent à l'élément fer, et les ions Fe3+, qui appartiennent à l'élément fer. Ils se placent tous dans la même case de la classification périodique. Il faut également retenir qu'au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques. On va traiter maintenant la notion de noyau. Si je vous dis la datation au carbone 14, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, et ça vous fait penser à quoi? Eh bien, la datation au carbone 14, elle doit vous faire penser à l'archéologie. C'est grâce à la datation au carbone 14 qu'on a permis d'avoir une chronologie précise à l'Égypte des pharaons. Alors, à quoi correspond cette datation au carbone 14? Tout d'abord, quel est le symbole de l'atome de carbone? Celui qu'on a déjà vu, c'est le suivant. Nombre de masse A égale 12, numéro atomique Z égale 6. Le symbole du noyau de l'atome de carbone, 14, et A égale 14, Z égale 6, C. Donc ces deux noyaux d'atomes de carbone sont des isotopes. Alors, isotope, pourquoi iso? Ça veut dire égal. Topos, ça signifie lieu. Et donc, isotopes sont tous dans la même case de la classification. Si on passe du noyau d'atome de carbone 12 au noyau d'atome de carbone 13, vous voyez qu'on augmente juste de 1 le nombre de neutrons du noyau, mais que le nombre de protons reste le même. Je vous parle du noyau. Par contre, si au noyau de carbone, on ajoute non pas un neutron mais un proton, alors là, on va changer de nature et on va passer à un autre élément. Le carbone va devenir de l'azote. Voilà différents isotopes du noyau d'hydrogène. Le premier qu'on va appeler un noyau d'hydrogène. Le second qu'on va appeler un noyau de deutérium. On a toujours un proton mais est venu s'ajouter un neutron. Quant au troisième, le tritium, on a toujours un proton, c'est donc bien de l'hydrogène, mais par contre, il a deux neutrons. Alors, que sont deux noyaux isotopes? Ils seront isotopes s'ils ont le même numéro atomique Z, donc le même nombre de protons. Par contre,
ils auront des nombres de masse A différents, donc pas le même nombre de neutrons. Ils appartiennent au même élément chimique et ils ont donc le même symbole chimique, mais ils n'ont pas la même masse. La découverte des isotopes revient au physicien britannique Sir Joseph John Thomson, 1856-1940, qui découvre en 1892, à la suite d'une expérience, que deux atomes d'un même élément peuvent avoir des masses différentes. Alors, qu'y a-t-il de différent entre le noyau de cuivre 63 et le noyau de cuivre 64? Puisqu'il s'agit de l'élément cuivre, ils ont tous Z égale 29 protons. Par contre, on voit que A change, le nombre de neutrons a changé. À retenir, des isotopes ont même Z, A différent. Ce que je vous propose de retenir sous la forme d'un moyen mémotechnique, isotope, même Z. Nous allons faire une petite activité orale. Classer les isotopes suivants dans la colonne de l'atome correspondant. Alors des isotopes, on se souvient, ils ont le même Z, donc ils ont le même symbole. Et donc, tous ceux qui ont le même symbole appartiennent au même élément, ce qui nous donne très rapidement ceci. Nous avons sous la lettre S tous les isotopes du soufre, sous l'élément fer tous les isotopes du fer, et sous l'élément zinc tous les isotopes du zinc. On n'a pas besoin de préciser leur numéro atomique, on sait tous que pour le zinc, ils auront par exemple tous le même numéro atomique, mais ils diffèrent juste par leur nombre de masse. Donc on se souvient, des isotopes ont même Z, mais des A différents. Quelle différence peut-on faire entre éléments et isotopes? Si je vous propose tous ces noyaux-là, que pouvez-vous dire? Alors, ils sont tous un numéro atomique Z égale à 26, donc ils ont tous 26 protons, ils appartiennent tous au même élément, l'élément fer. Par contre, ces deux noyaux ont des nombres de masse A différents, donc des nombres de neutrons différents, donc ces deux noyaux sont des noyaux isotopes, par exemple. Que peut-on dire de la réactivité chimique de ces deux atomes possédant des noyaux isotopes? On se souvient de quoi dépend la réactivité chimique d'un atome et on répond que les propriétés chimiques d'un atome sont déterminées par la structure de son cortège électronique. Donc deux atomes ayant des noyaux isotopes ont la même réactivité chimique car leurs cortèges électroniques sont identiques. On va passer dans un paragraphe grand 2 aux transformations nucléaires. Alors, définition d'une transformation nucléaire. Nucléaire, ça vient du latin nucleus, qui signifie noyau. Donc, par définition, une transformation nucléaire est une transformation au cours de laquelle il y a modification de la structure du noyau de l'atome. Comment modéliser une transformation nucléaire? On va la modéliser par une réaction nucléaire qui met en jeu des noyaux et des particules comme des neutrons ou des protons. L'écriture symbolique associée à la réaction nucléaire est l'équation nucléaire, qui utilise donc entre autres les notations symboliques des neutrons 1, 0, N et des protons 1, 1, P. Les équations nucléaires doivent être ajustées pour vérifier ce que l'on appelle les lois de conservation de Soddy. Par exemple, il faut qu'il y ait conservation du nombre global de masse, c'est-à-dire que la somme des nombres de masse est la même de part et d'autre de la flèche symbolisant la réaction. Si on prend sur l'exemple la flèche symbolisant la réaction, à gauche le nombre de masse est 210, à droite
nous avons deux nombres de masse, 206 et 4, dont nous voyons bien que la somme vaut bien 210. L'autre loi de conservation de Soddy est qu'il doit y avoir conservation du nombre global de charges. La somme des nombres de charges est la même de part et d'autre de la flèche symbolisant la réaction. Donc à nouveau, nous prenons la flèche symbolisant la réaction. À gauche, nous voyons que nous avons un numéro atomique, un nombre de charges qui est de 84. À droite, nous en avons 2, 82 et puis 2, dont la somme fait bien aussi 84. À ce moment-là, je vous invite à réaliser l'activité 1. Nous allons traiter maintenant des réactions nucléaires spontanées, ce qui correspond à la radioactivité. Donc l'étymologie du mot radioactivité, c'est un nom formé à partir de deux termes latins, radius qui signifie rayon et agere qui signifie faire agir. D'après son étymologie, ce mot signifie donc qui émet des rayons. Il est apparu en français à la fin du XIXe siècle. À ce moment-là, je vous invite à réaliser l'activité 2, la radioactivité naturelle. À la suite de quoi, on reprend l'essentiel. La radioactivité est avant tout un phénomène naturel. C'est la manifestation spontanée d'une réaction nucléaire dans laquelle un noyau radioactif instable, appelé noyau père, se désintègre en un autre noyau appelé noyau fils et émet une particule et de l'énergie. La radioactivité est dite naturelle lorsque les noyaux instables existent dans la nature. Par exemple, la désintégration du carbone 14 dans la nature, qui va se désintégrer en un noyau d'azote 14 avec émission d'un électron. Les origines de la radioactivité naturelle sont pour une part les rayonnements telluriques émis par de nombreux éléments radioactifs présents dans l'écorce terrestre, comme l'uranium et le thorium. Ils varient selon la nature du sol et changent d'une région à l'autre. Une autre origine de la radioactivité naturelle sont l'air ambiant, qui comporte du radon, gaz radioactif provenant de la désintégration de l'uranium présent dans l'écorce terrestre. Ce gaz, qui est la source principale d'irradiation naturelle, est absorbé par l'homme par inhalation. Une autre origine de la radioactivité naturelle se trouve dans les rayonnements cosmiques. La couche atmosphérique nous protégeant de ce rayonnement, l'exposition de l'homme est plus importante en altitude. L'irradiation d'un homme est plusieurs dizaines de fois plus importante lorsqu'il prend un avion de ligne qu'au niveau de la mer, ce que l'on voit bien sur ce schéma. Une autre origine de la radioactivité naturelle se trouve dans les boissons et les aliments absorbés, qui contiennent également des éléments radioactifs qui viennent, après digestion, se fixer dans les tissus et les os. La radioactivité est dite artificielle lorsque les noyaux instables sont créés en laboratoire. Lors de la désintégration de l'uranium-235 après bombardement par un neutron, vous avez des déchets radioactifs. Alors, un petit schéma qui vous fait le bilan des radioactivités naturelles et artificielles. Les rayonnements cosmiques, les rayonnements de la Terre et des bâtiments, les rayonnements du corps humain, le radon, et puis dans les sources artificielles, les examens et traitements médicaux et les industries et autres sources. Ces transformations nucléaires spontanées ne libèrent pas suffisamment d'énergie qui pourrait permettre que celle-ci soit convertie en énergie thermique pour une production électrique. Cependant,
L'énergie dégagée est utilisée en médecine pour par exemple irradier, c'est-à-dire détruire, les cellules cancéreuses de façon locale. C'est le principe de fonctionnement des techniques de radiothérapie. Par exemple, on peut vous implanter un implant radioactif qui renferme une substance radioactive qui est placée à l'intérieur ou à proximité d'une tumeur pour la détruire. Nous allons maintenant traiter du cas particulier de la fusion nucléaire. L'activité 3 traite de cette fusion. Alors, voici le schéma d'une fusion nucléaire. Première question, entre quels noyaux la réaction se produit-elle? Elle se produit entre un noyau de deutérium et un autre de tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène. Question suivante, donnez les symboles de ces noyaux réactifs qui ne possèdent que un proton. Le deutérium, il a un proton et donc deux nucléons. On le symbolise par, s'il a un proton, Z égale 1, et s'il a un proton et un neutron, c'est-à-dire deux nucléons, A égale 2. On regarde le tritium maintenant. Le tritium a un proton et deux neutrons, donc au total 3 nucléons. Donc, le symbole du noyau de tritium est H avec A égale 3 et Z égale 1. Quelles sont les espèces formées? Donnez leur symbole. On voit qu'il se forme de l'hélium. Cet hélium comporte 2 protons et au total 4 nucléons. Donc son symbole sera Hb avec A égale 4 et Z égale 2. On voit également qu'il se forme un neutron. Un neutron n'a pas de proton, donc Z égale 0, et par contre, c'est un nucléon, donc A égale 1. Écrire l'équation de fusion nucléaire. Eh bien, on voit qu'on écrit à gauche les noyaux réactifs, la flèche qui symbolise la transformation nucléaire, puis à droite, les noyaux et les particules produites. Quelle différence fait-on avec les désintégrations radioactives précédentes? Lors d'une désintégration radioactive, il n'y a qu'un seul réactif qui se décompose, alors que dans une fusion, ce sont deux réactifs qui interviennent. Donc cette activité est terminée, on reprend les essentiels. Qu'est-ce qu'une fusion nucléaire? C'est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau plus lourd se forme par fusion de deux noyaux plus légers. On reprend l'exemple de l'activité et on remarque que pour vaincre la répulsion électrique entre les deux noyaux afin de les fusionner, il faut apporter une énergie importante. Cette réaction se produit spontanément dans le Soleil, mais de nombreux obstacles restent à franchir pour pouvoir l'utiliser pour produire de l'énergie électrique à grande échelle. Dans ce paragraphe, nous allons traiter maintenant de la fission nucléaire. Et on va commencer par l'activité 4. Ci-dessous, le schéma d'une fission nucléaire. Comme dans la fusion, cette fission se produit-elle entre deux noyaux légers? Contrairement à la fusion, c'est un noyau lourd qui est frappé par un neutron. Donc les réactifs sont un noyau lourd et un neutron. Que se forme-t-il une fois la fission effectuée? Il se forme deux noyaux plus légers et d'autres neutrons. Pourquoi cette réaction débouche-t-elle sur une réaction en chaîne? Si vous regardez bien le schéma,
vous voyez que les nouveaux neutrons formés vont frapper d'autres atomes d'uranium qui vont libérer d'autres neutrons qui vont frapper, etc., etc. Donc cette activité 4 est terminée, nous repassons aux essentiels. La fission nucléaire, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux plus légers se forment par fission d'un noyau de numéro atomique élevé. Par exemple, l'uranium-235 frappé par un neutron va donner du krypton 92, du barium 141 et 3 neutrons. On remarque que la fission est en général déclenchée par un bombardement de neutrons. Cette réaction est utilisée pour produire de l'électricité. Cependant, son utilisation n'est pas sans conséquence sur l'environnement et la sécurité des personnes. Il faut bien distinguer la fusion de la fission nucléaire. Cette réaction est une réaction de fission, parce que vous avez un noyau lourd qui se scinde en plusieurs noyaux plus légers. Celle d'en bas maintenant correspond à une réaction de fusion. Vous avez deux noyaux plus légers qui fusionnent pour donner un noyau plus lourd. Il s'agit d'une réaction de fusion. Quant à celle-ci en bas, il s'agit d'une réaction de fission. Un noyau lourd bombardé par un neutron va donner des noyaux plus légers. Il s'agit d'une réaction de fusion. Encore une fusion. Dans les centrales nucléaires, il s'agit de réactions de fission. Celle-ci, un noyau lourd bombardé par un neutron qui se scinde en noyaux plus légers, c'est une réaction de fission. Quant à cette animation-ci, elle correspond également à une réaction de fission. Celle-ci maintenant. Encore des noyaux lourds bombardés par des neutrons qui donnent des noyaux plus légers. Là encore, c'est la fission. Alors celle-ci correspond aussi à une réaction de fission. Par contre, les transformations nucléaires dans le Soleil correspondent à des réactions de fusion. Et il s'agit de la fusion. Dans ce paragraphe, nous allons traiter de l'énergie libérée lors d'une transformation nucléaire. Et nous allons traiter l'activité 5, énergie libérée lors de transformation nucléaire. La production d'énergie est un enjeu majeur de notre époque, d'où l'énergie dégagée par le Soleil et celle convertie dans les centrales nucléaires proviennent-elles? Dans le document 1, l'énergie de liaison nucléaire. Le noyau des atomes est composé de neutrons et de protons qui tiennent ensemble grâce à la force la plus intense de la nature, l'interaction forte, responsable de l'énergie de liaison nucléaire. Cette énergie peut être libérée soit en cassant des noyaux lourds, soit en fusionnant des noyaux légers. Énergie convertie par le Soleil. Dans des conditions de température extrême, des millions de degrés Celsius, la matière se présente sous forme de plasma. Ni solide, ni liquide, ni gazeuse, la matière est comparable à une soupe où les noyaux et électrons sont plus liés, ils circulent librement. Lorsque deux noyaux légers se percutent à grande vitesse, ils peuvent fusionner, créant un noyau plus lourd, c'est la fusion nucléaire. Dans le Soleil, la température dépasse 15 millions de degrés Celsius, rendant possible la fusion nucléaire.
de 2 noyaux d'hydrogène, précisément de 2 de ces isotopes appelés deutérium et tritium, en un noyau d'hélium, tout en libérant un neutron. Chaque seconde, le Soleil transforme ainsi soit 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, libérant une gigantesque quantité d'énergie. Énergie convertie dans les centrales nucléaires. La fission consiste à projeter un neutron sur un atome lourd instable, de l'uranium-235 ou du plutonium-239. Ce dernier éclate alors en 2 atomes plus légers. Cela produit de l'énergie et 2 ou 3 neutrons, capables à leur tour de provoquer une fission. Et ainsi de suite. C'est le mécanisme de la réaction en chaîne. Aujourd'hui, c'est la fission qui est utilisée dans les centrales nucléaires de production d'électricité. La fusion pour produire de l'électricité, à masse égale, l'énergie libérée par les réactions de fusion nucléaire est environ 10 millions de fois supérieure à la combustion du pétrole et environ 100 fois supérieure à celle des réactions de fission nucléaire, d'où l'importance des recherches des scientifiques du projet ITER pour arriver à contrôler la fusion nucléaire. Celle-ci pourrait devenir dans quelques dizaines d'années une nouvelle ressource d'énergie sans risque majeur ni déchets hautement radioactifs. Les questions. Quel phénomène est responsable de l'énergie stockée dans les noyaux des atomes? Dans le document 1, on voit que l'énergie stockée dans les noyaux des atomes est l'énergie de liaison nucléaire. C'est l'interaction forte qui est responsable de cette énergie. Question 2. Expliquer le mécanisme de réaction en chaîne ayant lieu dans les centrales nucléaires. Dans le document 3, on voit que les nouveaux neutrons formés vont frapper d'autres atomes d'uranium qui vont libérer d'autres neutrons qui vont frapper, etc., d'où la réaction en chaîne. Question 3. Expliquez pourquoi des scientifiques cherchent à maîtriser la fusion nucléaire. On trouvera la réponse dans le document 4. La fusion nucléaire nécessiterait moins de matières premières, puisque à masse égale, l'énergie libérée serait à minima 100 fois plus importante que celle libérée dans les autres centrales électriques. D'autre part, cette ressource d'énergie serait sans risque majeur, ni déchets hautement radioactifs. Question 4a. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu au corps du Soleil en libérant de l'énergie. Nous avons donc un noyau de deutérium qui va fusionner avec un noyau de tritium pour donner un noyau d'hélium et un neutron. Petit b. Écrire l'équation de la fission de l'uranium-235 ayant lieu dans les centrales nucléaires en 2 noyaux de xénon et strontium-94 qui libèrent 2 neutrons. Donc on écrit que l'uranium-235 va réagir avec un neutron pour donner, donc c'est la flèche qui symbolise la transformation nucléaire, du xénon 140 avec du strontium 94 et il faut 2 neutrons. Cette activité 5 est terminée, on repasse aux essentiels. Énergie libérée lors d'une transformation nucléaire. Petit a, exemple des transformations nucléaires dans les centrales nucléaires. Donc un neutron est projeté sur un noyau d'uranium-235, il se scinde alors en 2 noyaux fils en libérant une grande quantité d'énergie. Et en libérant aussi des neutrons, capables de provoquer à leur tour la fission d'autres noyaux d'uranium. Il s'agit de réactions en chaîne. 2 réactions de fission et de l'uranium sont possibles. Les noyaux fils peuvent être soit des noyaux de xénon et de strontium, soit des noyaux de césium et de rubidium. Les équations de réaction associées à ces transformations peuvent être l'uranium-235 plus un neutron donne du xénon 140 avec du strontium 94 et 2 neutrons, ou alors l'uranium-235 avec un neutron va donner du césium 140 avec du rubidium 94 avec émission de 2 neutrons. Nous voyons à chaque fois les lois de Soddy qui sont vérifiées, la conservation des nombres de masse en bleu
et la conservation des nombres de charges en vert, de part et d'autre de la flèche qui symbolise la transformation, vous avez la somme des nombres de masse à gauche qui est égale à la somme des nombres de masse à droite et la somme des nombres de charges à gauche qui est égale à la somme des nombres de charges à droite. Alors, qu'avez-vous retenu? Que produit de l'électricité grâce à l'énergie dégagée par la quoi de noyau d'uranium-235? Eh bien, c'est une centrale nucléaire qui produit de l'électricité grâce à l'énergie dégagée par la fission de noyau d'uranium-235. On va traiter maintenant les exemples des transformations nucléaires dans le Soleil. Au cœur du Soleil, la forte densité et la température dépassant 15 millions de degrés Celsius permettent à deux noyaux légers de fusionner en libérant une grande quantité d'énergie. Une équation de réaction associée à cette transformation est le deutérium plus un noyau de tritium qui va donner un noyau d'hélium et un neutron. L'énergie libérée par le Soleil provient de réactions de fusion nucléaire. À masse égale, l'énergie libérée par les réactions de fusion nucléaire est environ 10 millions de fois supérieure à la combustion du pétrole et 100 fois supérieure à celle des réactions de fission nucléaire qui se produisent dans les centrales nucléaires. Alors là, nous allons faire un bilan sur les chapitres 6, 7 et 8. Identification de la nature d'une transformation. Quelle que soit la transformation chimique, physique ou nucléaire, elle est modélisée par une équation de réaction. Pour identifier la nature de la transformation, une analyse des réactifs et des produits est nécessaire. Par exemple, lors d'une transformation physique, réactifs et produits correspondent à des espèces chimiques identiques, dont seuls les états physiques diffèrent. Exemple, vaporisation de l'eau, on a de l'eau liquide qui va donner de l'eau gazeuse. Pour la transformation chimique, les réactifs et les produits correspondent à des espèces chimiques différentes, mais avec conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Par exemple, CH4 gazeux plus 2O2 gazeux donne CO2 gazeux plus 2H2O gazeux. Nous n'avons pas les mêmes espèces chimiques avant et après, il ne s'agit pas d'une transformation physique. Nous avons des espèces chimiques différentes, mais nous avons conservation des éléments chimiques et de la charge. Quant à la transformation nucléaire, réactifs et produits correspondent à des éléments chimiques différents. Par exemple, le polonium-218 va donner du plomb-214 et de l'hélium-4. Nous voyons qu'il ne s'agit pas des mêmes espèces chimiques avant-après, donc ça n'est pas une transformation physique. Nous voyons qu'il n'y a pas conservation des éléments, donc ça n'est pas une transformation chimique, c'est une transformation nucléaire. Alors, on va vous tester. Avez-vous compris? Je vais vous proposer des transformations et il faut que vous trouviez s'il s'agit d'une transformation physique, chimique ou nucléaire. Celle-ci. Donc, on se pose la question, s'agit-il de la même espèce chimique avant-après? Non. Donc, ce n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments avant-après? Eh bien oui. Donc, c'est une transformation chimique. Exemple suivant. Il s'agit de la vaporisation de l'eau. Donc vous avez de l'eau à l'état liquide au départ et de l'eau à l'état gazeux à la fin. Donc il y a conservation des espèces chimiques. Donc il s'agit d'une transformation physique. Autre exemple. Donc on se pose la question, s'agit-il des mêmes espèces chimiques? Non, donc ce n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments chimiques? Non plus. Donc ce n'est pas une transformation chimique. Donc c'est une transformation nucléaire. Celle-ci.
Y a-t-il les mêmes espèces chimiques avant-après? Non, donc ça n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments? Oui, donc c'est une transformation chimique. Dans celle-ci, y a-t-il les mêmes espèces chimiques avant-après? Non, ça n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments chimiques? Non. Donc ça n'est pas une transformation chimique, c'est une transformation nucléaire. Y a-t-il la même espèce chimique avant et après? Non. Donc ça n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments et des charges? Oui. Donc c'est une transformation chimique. Y a-t-il conservation de l'espèce chimique? S'agit-il de la même espèce chimique avant et après? Eh bien oui. Il y a juste un réarrangement des entités. Et donc il s'agit d'une transformation physique. Quant à celle-ci, y a-t-il la même espèce chimique avant-après? Non. Donc ce n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments chimiques? Non. Donc ça n'est pas une transformation chimique, c'est une transformation nucléaire. Là, il s'agit de la fusion de la glace. On a de l'eau à l'état solide au départ et à la fin on a de l'eau à l'état liquide. Donc il y a conservation de l'espèce chimique, elle est la même avant-après, elle change juste d'état, donc il s'agit d'une transformation physique. Y a-t-il conservation de l'espèce chimique, est-elle la même avant-après? Non. Y a-t-il conservation des éléments chimiques? Non, donc ça n'est pas non plus une transformation chimique, c'est une transformation nucléaire. Est-ce que les espèces chimiques sont les mêmes avant et après? Non. Donc ça n'est pas une transformation physique. Y a-t-il conservation des éléments et des charges? Eh bien oui. Donc il s'agit d'une transformation chimique. Encore une fois, cette fois-ci c'est le schéma de la fusion de l'eau. Nous avons de l'eau à l'état solide au départ qui se transforme en eau à l'état liquide à la fin. On peut noter d'ailleurs la conservation de la masse. Et donc, l'espèce chimique est la même avant-après, elle a juste changé d'état, donc il s'agit d'une transformation physique. Et c'est terminé. Je vous invite à rédiger les exercices de votre manuel Hachette 2019, page 138 et plus. En obligatoire, nous avons les 5, 7, 11, 21, 23. Vous ferez aussi le formulaire et puis vous serez prêt pour les contrôles.